Elle t'emmerde pas trop mes histoires? Moi j'aime bien raconter des histoires. Bah, en même temps, c'est ton métier. Oui, voilà, c'était ma phrase suivante. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un ami de longue date qui s'appelle Antoine. Antoine, c'est un comédien qui écrit et qui joue dans ses propres pièces de théâtre inspirées de ses propres histoires de vie. Il est à Paris en ce moment et il m'a demandé de le prendre en photo pour ses dossiers de presse et j'ai accepté avec une condition, c'est qu'il accepte de venir sur un épisode de vlog. Il a un parcours admirable en tant qu'artiste et je voulais partager ça avec vous. Mais d'abord, en fait, ce matin, je dois me poser dans un petit café pour travailler sur mes projets. J'ai tellement de choses en cours et j'arrive pas à me concentrer en étant chez moi. Donc voilà, on y va? Ah oui, et Antoine m'a prévenu hier qu'il s'était un peu cramé le visage en bronzant pendant ses vacances et je vais devoir me débrouiller avec ça pour faire de belles photos. J'étais en train de me filmer pour le vlog et il y a un monsieur qui passe à côté de moi et il me fait... Ça me donne pas du tout plus confiance en moi pour filmer tout seul dans la rue en train de me parler devant une caméra. On va se diriger vers un restaurant vietnamien que pour moi personnellement est le meilleur restaurant qui sert du feu. Ça s'appelle Hanoi 1988. Bon bah je rencontre Antoine. Tu peux te présenter un peu? Oh là là, je m'appelle Antoine, moi je suis auteur et metteur en scène de théâtre, parfois je travaille un peu au cinéma. Voilà, je travaille dans la région Rhône-Alpes et puis beaucoup à l'étranger aussi. Et on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Ouais. J'ai dit que tu étais comédien, c'est pas ça? Oui, si, parfois je suis comédien aussi. Ouais. Ok. Voilà. On va manger? On va manger Allez. là. Comme par hasard. Hanoi 1988, c'est le meilleur restaurant qui fait du feu. Ah ouais? Pour moi à Paris. D'accord. Ouais. On va voir ça. Je peux prendre une cuillère. J'avais pas la parole. Et donc j'espère que tu pourras venir me voir au mois de décembre. À Paris? Bah ouais. Avec plaisir. Gros, il est là. Em ơi chẳng đã ngàn ngàn đầu thương nhớ ai sương rơi đêm sắp tàn trắng tàn. Tout à l'heure, j'étais en train de marcher comme ça en parlant aux caméras. Et il y a un monsieur qui passait à côté. Il m'a fait... Mais c'est pas grave, on s'en fout des aigris. Bon, on a fini de faire les photos pour Antoine. T'es content? Bah je sais pas, je les ai pas vus encore. On va garder Non ça mais en tout secret. cas j'ai hâte de les voir et ouais, merci pour ce travail d'avance. Parce que j'imagine pour un travail de tri et un peu de retouche, même si on va pas tricher mais un peu de retouche quand même. On va retoucher le bronzage. Voilà. Test audio 1, 2, 1, 2. Blablabla. Tu nous parles un peu de ton métier? J'ai toujours du mal à parler de mon métier comme ça de but en blanc parce que mon métier tu en fais fait trop de choses. Mais oui, mon métier en fait c'est plein de choses. On va dire que le principal, le cœur de mon métier c'est de raconter des histoires. J'adore raconter des histoires mais même plus que ça, enfin, j'aime raconter des histoires mais en fait pour moi je travaille sur la question de l'identité, comment se construit une identité qu'elle soit intime, individuelle, personnelle ou collective, communautaire, etc. À mon sens, une identité
c'est quelque chose de narratif, c'est quelque chose, ça existe. Parce que on en parle, parce qu'on la raconte, parce que c'est rempli d'histoires. Et du coup, pour construire, pour enrichir, pour même perdurer, protéger, etc., une identité, il faut raconter des histoires. Mais des surtout toi, tu communautés, racontes l'histoire. ton histoire, non? Ouais, moi, souvent, dans les spectacles que j'écris, je pars de mon histoire, Oui. de trucs que j'ai vécus. Mais en fait, quand je l'écris, quand je la raconte, c'est plus mon histoire, c'est l'histoire d'un mec à qui il est arrivé ça, quoi, mon petit jeu à moi, tout le monde s'en fout. Enfin, puis, j'ai pas la prétention d'intéresser le monde entier, quoi. Par contre, mes histoires, elles intéressent le monde entier. Ouais. Et j'ai des textes qui sont traduits en 7, 8 langues et dans des cultures qui sont complètement différentes de celle Ouais. de la Du coup, culture moi, française. je voudrais rebondir sur ta pièce Il vit, Ouais. qui va être jouée à Taïwan. Début 2024, la pièce sera jouée, elle a été traduite en mandarin, elle sera jouée à Taïwan par un acteur qui s'appelle Zheng Chi-wei, et donc qui joue en mandarin. Et c'est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années, que j'ai jouée moi en Inspirée de français, ton histoire. inspiré de quelque chose qui m'est arrivé. Ouais. Mhm. C'est une jeune personne de 22 ans qui va mourir et il écrit, il dit les derniers mots avant de partir, avant de mourir. C'est sa dernière heure avant de mourir. Et c'est ses dernières paroles à l'amour de sa vie. À la fois pour lui dire tout ce qu'il n'a pas pu lui dire, mais aussi pour sculpter le souvenir, l'image que l'autre aura de lui pour survivre à sa propre mort, quoi. Et ça, c'est intéressant quand c'est confronté à Taïwan, par exemple, donc dans une culture, une tradition voilà, asiatique, avec le taoïsme, avec le bouddhisme, et qui, par exemple, impose un rapport à la mort complètement différent que celui qu'on a en France. Là-bas, il y a quelque chose de plus cyclique, et la mort, c'est quelque chose de... C'est un renouveau, voilà. Du coup, ça change complètement le rapport à la pièce, puisqu'il est basé sur le fait que je vais mourir, et parce que je vais mourir, parce qu'après il n'y a plus rien, il faut que je dise tout ça, il faut que j'ai besoin de te dire ces mots, de faire ces choses-là, qui sont du coup ce qui se passe dans le spectacle. Alors l'intérêt de la parole, de cette parole-là en mandarin, du coup, il est tout autre. Parce qu'il n'y a pas cette nécessité, parce que c'est la fin et qu'après il n'y a plus rien. Ouais. Il y a cette nécessité parce que, faut venir le voir en mandarin, mais du coup ça dévie un petit peu le sens même de pourquoi ce spectacle, pourquoi cette parole-là sur scène, quoi. C'est très intéressant. On peut parler un peu de ta compagnie Caravelle, qui date depuis 2010. Quand je t'ai rencontré, un des trucs qui m'a marqué à l'époque, c'était que tu m'as offert un magazine. Ah oui. Et en fait, à l'époque, j'étais étudiant et mon rêve, c'était de travailler dans un magazine. Et on a 3 ans d'écart. On m'a impressionné. C'est vrai que j'ai eu Le magazine existe encore? Non, le magazine n'existe plus depuis fin 2019, juste avant le Covid, et heureusement qu'on a eu le flair d'arrêter avant le Covid. Et oui, effectivement, la compagnie Caravelle, je l'ai créée, je devais avoir 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait ça assez jeune, ouais. J'ai fait pas mal de trucs assez jeune, mais je sais pas, aussi parce que j'avais, à 20 ans, je pense que c'est un caractère, quoi. À 20 ans, j'avais l'impression que, c'était pas une impression d'ailleurs, mais tout était possible. Le monde m'appartenait, quoi. Et puisque j'ai une tendance psychotique, je dis ça parce que j'ai bossé il y a quelques temps je faisais des recherches sur Camille Claudel et Auguste Rodin, et pour ça j'ai rencontré un psychiatre. Je raconte une histoire, du coup, puisque tu adores mes histoires. Ouais. J'ai rencontré un psychiatre et je lui ai demandé de faire l'analyse psychiatrique de Claudel et de Rodin aujourd'hui, voilà, pour essayer de comprendre un peu ces deux personnages. Il fait la différence entre les psychotiques et les névrosés. Et je trouve sa définition assez intéressante. Elle est discutable, et voilà, mais ça donne un certain éclairage sur les gens, sur des caractères et sur notre rapport au monde. Et en tant qu'artiste, en tout cas en tant que créateur, c'est intéressant parce que donc les névrosés considèrent que le monde est comme ça, et du coup on est condamné à se plier à la forme, aux exigences du monde, même si ça ne nous convient pas, même si c'est inconfortable pour nous, etc. Tu fais ça, et c'est, disons-le, quand même la majorité des gens. Ça, névrose. Après, démerde-toi avec tes névroses, tu fais ce que tu veux. Et le psychotique, c'est l'inverse. C'est celui qui constate que le monde
est pas à son image, et pas à sa mesure, et pas à son goût, etc. Et qui fait tout, et qui dans son caractère, qui dans sa vie, etc., fait tout, alors évidemment à son échelle, mais pour le changer, le mettre à son image, quoi. Bon, maintenant j'ai dépassé 30 ans, donc je suis dans d'autres préoccupations, puis d'autres problématiques, même vis-à-vis de moi-même. On pourra parler de la crise de la trentaine après si tu veux, parce qu'elle te concerne dans quelques temps. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'étais à 200% psychotique, et à dire, mais le monde a besoin de ça, le monde a besoin de carnet d'art, le monde a besoin de... Le monde en plus, on s'entend dans la définition du monde, hein, c'est pas forcément les 8 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, ça peut être des communautés, ça peut être à l'échelle d'une ville, d'une région, etc. Enfin voilà. Mais qu'est-ce que moi j'apporte au monde, qu'est-ce que je fais au monde? Et j'étais clairement dans cette dynamique-là. Tu es un psychotique. Ah bah carrément. Moi, je suis un névrosé. Non, mais je suis pas sûr. De toute façon, on a tous un peu des deux, hein. Mais je suis pas sûr de dire de toi que tu es un névrosé. Parce que tu vois, quand tu fais tes tapis, quand tu fais les photos puffy, enfin tu vois, non, mais je pense que je suis un névrosé qui essaye d'en sortir. Ah, j'ai toujours eu super peur des regrets, quoi, en fait. Ouais, moi, c'est dire, ça, mais imagine. Ça, c'est un truc que je ressens au quotidien. Les regrets? Non, ou la peur du regret. La peur du regret. Ouais. C'est-à-dire, oh là là, mais j'étais là, j'ai encore rien fait. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ce qui n'est pas vrai. C'est un fait, c'est pas vrai. Enfin, regarde, si tu fais toi-même la liste, je sais pas si tu as assez de trucs sur. Non, si tu as assez de doigts pour. Je n'ai rien fait quand je me compare aux autres. Ça dépend à qui tu te compares. Enfin, toujours pareil, quoi. Si tu te compares à un psychotique 500%, c'est sûr que c'est plus compliqué que. Oui, mais je me compare au psychotique 100%. Voilà. Tout commence il y a 2 ans. Je me suis fait agresser. Ils ont tapé sur ce mec-là, ils ont tapé dessus. Ce soir-là, ce mec-là, c'était moi. Pourquoi pas moi? Tu n'es qu'une assassine. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Allez, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Tout à coup. Et donc, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années à Paris. Je me suis fait agresser et je me réveille en sortant d'une boîte, et je me réveille le lendemain et je suis à l'hôpital, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis paralysé. Et tu te rappelles d'être frappé par? Non, en fait, j'ai aucun souvenir de ce moment-là. J'ai quelques temps après des flashs qui me sont revenus de juste avant. Ouais. Mais encore aujourd'hui, je me souviens pas de ce moment-là. J'étais quand même bien amoché, hein. J'ai eu 4 vertèbres cassées, j'ai eu quadruple fracture du crâne, j'ai été scalpé. Enfin, c'était pas très joli à voir, quoi. Ouais. Et donc là, je l'ai plongé dans cette écriture de se raconter soi, raconter un acte traumatisant personnellement, et quel est tout le parcours, tout le chemin, on va dire, même s'il faut mettre des guillemets à ce mot-là, de résilience. Comment tu te reconstruis, comment tu arrives à ressortir après ça, comment tu arrives à faire confiance à des gens, comment tu arrives à ne pas avoir peur, comment tu arrives à vivre avec des séquelles physiques que tu auras toute ta vie, qui t'ont été imposées, ou clairement physique et mentale, mais de toute façon, c'est ce que je dis entre autres dans ce spectacle, c'est il y a un avant et un après. Enfin, c'est comme si on avait tué le mois d'avant, puis j'ai dû renaître, quoi. Mais quand je dis en fait, cette histoire, elle est arrivée à 10 000 personnes, et elle n'est pas forcément arrivée à des mecs qui se sont fait tabasser parce qu'ils sortaient d'une boîte de nuit. Ça arrive à des mecs parce qu'ils sont homo, parce qu'ils sont, ils sont noirs, parce qu'ils parlent une langue étrangère, parce que, enfin, c'est le monde en fait qui est construit de telle manière que ça peut exister, et que en plus la victime, elle se trouve seule face au monde pour se reconstruire. En racontant cette histoire-là, déjà entre la réalité de ce que j'ai vécu et ce que je raconte, il y a un petit décalage. Il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies, ou qui sont un peu arrangées, ou voilà. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais, et ça me regarde moi. C'est pas pour parler de ma pomme, c'est pour parler
pour aller plus loin et pour trouver quelque chose, et encore une fois à terme, attention, qui peut être galvaudé, d'universel. Et pourquoi, je me suis longtemps demandé comment ça se fait que certaines de mes pièces résonnent à l'étranger comme ça et auprès de gens qui n'ont rien à voir avec moi a priori. Parce que il y a quelque chose d'universel, mais quelque chose d'universel parce que c'est pas mon histoire que je raconte, c'est comment mon humanité a traversé ce truc-là, quoi. Je viens de faire le lien entre Ilvi, ta pièce d'avant, et la guillotine, qui est assez contraire dans le titre. Et c'est deux Guillotine, histoires jeu de différentes. mots. Oui, Parce jeu de qu'il mots, parce que s'appelle, c'est mon nom Antoine de famille. Guillot. Voilà, et guillotine, du coup, c'est la mise à mort, et puis c'est jeu de mots. Enfin, les gens, ils tiltent pas sur... mais c'est vrai que au départ, ça partait d'une blague. Hein. C'était entre nous, on n'avait pas encore de titre, et entre nous, on appelait ça la guillotine. C'était le truc de genre mon histoire, quoi. En fait, à un moment, je me dis, mais c'est super comme titre, quoi. Donc on a gardé... Ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup ce titre. J'adore les jeux de mots. Ouais, toi, t'es un rigolo, toi. Tout ça pour dire, c'est quand même très important. C'est pas un ego trip, quoi, que de raconter des histoires devant un public. Enfin, je considère qu'au théâtre, quand tu montes sur scène, t'as une sorte de responsabilité. Tu vois, tu convoques des gens dans une salle, en plus des gens qui souvent payent pour venir te voir. Et ils doivent s'asseoir sur le siège, et ils doivent se taire pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, toi, le temps que tu dises et que tu fasses ce que tu as à dire et à faire. Il faut quand même être ultra prétentieux pour en arriver là, quoi. Et du coup, pour faire du théâtre, là, du coup, il y a quand même une sorte de sacralisation de la scène, de sacralité de la scène à respecter. Et cette sacralité, elle réside entre autres dans ça ne doit pas être au service d'un ego personnel, même s'il y en a dans le moteur de ce pourquoi on fait ça, évidemment, quoi. Et du coup, c'est quoi les projets du moment? Faut finir Guillotine parce que ce spectacle n'est pas fini, donc là je finis Guillotine. Finir l'écriture? Non, l'écriture est terminée, mais au plateau il faut construire le spectacle, il faut répéter encore. D'ailleurs, j'ai une question, c'est tu écris seul ou avec? Non, alors ça dépend, ça m'arrive d'écrire avec des gens, mais là Guillotine et Ilvi c'est tout seul, Après je suis très accompagné, j'ai beaucoup de regards extérieurs, de gens qui lisent, qui me font des retours, etc. Et puis mon processus d'écriture est très long. Enfin, pour Guillotine, il est très long. J'ai commencé à écrire cette pièce début 2017. Là, on est en 2023 et elle va sortir la fin 2023. Tu vois. Donc ça fait 6 ans quand même d'écriture, de travail, etc. Alors il y a les podcasts, Guillotine, qui va sortir au mois de décembre. Il y a Ilvi qui sort à Taïwan début 2024. Après il y a d'autres trucs, je suis en train d'écrire d'autres spectacles, il y a plein de projets, mais bon, si on fait toute la liste... non. Même si tu dis que tu as envie d'arrêter. Non, mais je dis pas que j'ai envie d'arrêter. Non, je dis que parfois c'est plus compliqué, c'est sûr. Et que les questions, l'énergie n'est pas la même quand tu as 34 ans ou quand on a 24, ça c'est sûr, quoi. Mais ça, c'est évident, ça va sans dire, quoi. Mais tu verras. Je verrai quoi? Quand tu seras en crise de la trentaine. Où est-ce qu'on peut te retrouver? La compagniecaravelle.fr, Compagnie Caravelle sur Instagram et sur Facebook. Carnet d'art sur Instagram et Facebook. Et puis moi, Antoine. Il n'y a pas beaucoup de photos. Non, mais il y en aura bientôt. Puisque j'en ai pas, mais là, tu m'as fait... des selfies très flous. J'espère qu'il y en aura bientôt. J'espère que du coup, ce qu'on a fait la aujourd'hui... pression. La pression pour moi aussi, parce que franchement, ça demande quand même du temps, du boulot et tout. Imagine, en fait, je m'en sers pas parce que je me supporte pas dessus, ça va être dur. C'est dur de s'accepter, d'accepter son image. Mais il faut dire aussi que là, tu as fait les photos, que j'en ai pas vu une seule. Je sais pas du tout ce que tu as pris. La pression. Là, j'imagine, l'horreur quand j'aimerais pas être à ta place. Ah non. En plus, il revient de la Réunion, avec un bronzage. Il faut dire que les couleurs, effectivement, c'est un peu compliqué là. En vrai, là, ça va. Je sais pas. Ça va. Mais tout à l'heure, il y avait du soleil. Je sais pas comment ça sortait. Non, tu verras. en vrai. Merci beaucoup. Et moi, j'ai passé une très belle journée. Moi aussi. J'espère que les photos vont te plaire.
On verra. Ce bonhomme-là, c'est quand même un type génial et que ça vaut le coup de le suivre, d'appuyer, je sais pas, ça sur le pouce, d'abonner sur la clochette, machin, nanana, enfin, de faire tous les trucs pour s'abonner, pour le suivre, pour suivre les prochaines vidéos et pour suivre le parcours et les créations. Parce que là, tu te lances quand même dans une sacrée aventure avec ces vlogs, quoi. Et c'est que le début. Voilà. J'espère que tu vas tenir. Hein. Maintenant, tu t'es engagé là. Je me suis engagé pour une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, c'est énorme. C'est énorme. Parce que tu fais ça tout seul et puis tu as d'autres choses à faire aussi. Ouais. Mais du coup, on s'abonne, ok. Mais tu t'engages, c'est un deal. C'est un deal. Mais tu es ok regardes. pour ce deal? Moi, je regarde, je vais m'abonner. Ok. Mais tu es ok pour ce deal? Ouais. Et vous êtes ok pour ce deal? Mine, les photos que tu viens de m'envoyer, non mais je crois que c'est la première fois de ma vie, en tout cas la première fois depuis très très longtemps que j'arrive à me regarder et que je me trouve pas mal franchement. Et en fait, je pense que j'espérais même pas, je redoutais le moment où j'allais ouvrir, mais c'est en plus, enfin du coup je me rends compte à quel point c'est important et c'est précieux pour moi ce que tu viens de faire. J'ai l'impression que ça a débloqué quelque chose en fait chez moi. C'est trop beau, c'est trop beau. Merci, 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 merci.